Tenet est repoussé au 26 août et y a aucun autre gros film qui sort avant. C'est une blague. Je vais le faire sur quoi moi, mon movie story? Interstellar. Oh oui, Interstellar. Oh non, j'avais oublié. Clara Runaway. Faut que je trouve un autre truc. Mad Max. Pourquoi pas Mad Max? Bon, alors on est parti pour la vidéo, mais juste avant, vous devez savoir qu'elle ne contient aucun spoil. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, ne soyez pas craintifs et restez sur cette vidéo. Alors, pour Mad Max Fury Road, tout commence en 2001. Cette année-là, George Miller s'est mis d'accord avec la Fox pour tourner un 4e volet de la saga Mad Max avec toujours Mel Gibson dans le rôle titre. Mais le projet a traîné, et entre-temps, George Miller a préféré se concentrer sur Happy Feet. Et c'est seulement une dizaine d'années plus tard que le tournage a pu vraiment commencer. Seul problème, Mel Gibson est trop vieux. Il faut donc choisir un nouvel acteur pour incarner Max. Jeremy Renner, Michael Biehn et même Heath Ledger sont envisagés, mais c'est finalement Tom Hardy qui héritera du rôle. Celui-ci était ravi pour deux raisons. Premièrement, il est un énorme fan de la saga, à tel point qu'adolescent, il avait nommé son chien Mad Max en l'honneur du personnage. Et deuxièmement, il avait vraiment pas beaucoup de texte à apprendre. En comptant les grognements et les voix off, son texte faisait que 52 lignes, rien du tout. Mais malgré son enthousiasme, George Miller va vite regretter de l'avoir choisi. En effet, le réalisateur, tout comme Charlize Theron d'ailleurs, a déclaré qu'il ne s'entend pas du tout avec Tom Hardy. Et que ça avait été très difficile de travailler avec lui. Heureusement, l'histoire se finit bien parce que Tom Hardy s'est excusé pendant l'avant-première du film à Cannes. Ah, on me dit dans l'oreillette que les excuses étaient destinées uniquement à George Miller et pas à Charlize Theron. En même temps, elle lui a quand même pété le nez avec un coup de coude sur le tournage, donc c'est normal qu'il soit pas hyper chaud pour s'excuser. Quoi ? Ah non, c'était un accident, oui, bien sûr, oui. Bon, sinon, à part les chamailleries entre les deux acteurs principaux, il y a aussi des anecdotes sur les autres acteurs. Mais pour ça, il faut que je spoil un tout petit peu. Donc, rendez-vous au timecode sur l'écran pour ceux qui n'ont pas vu le film. Alors, déjà, on a le personnage de Megan Gale qui ne devait au départ pas mourir. Mais le réalisateur a dû finalement tuer le personnage car l'actrice qui était tombée enceinte devait arrêter le tournage plus tôt que prévu. Il y a aussi l'actrice Ridley Keough, désolé pour la prononciation, qui est tout simplement la petite fille d'Elvis Presley, rien que ça. Et aussi, anecdote plutôt sympathique, toutes les actrices plus âgées jouant les Vuvalini dans le film ont fait leur propre cascade. Maintenant, si tu t'appelles Sherlock Holmes, t'auras remarqué que toutes les anecdotes qu'on vient de citer parlent d'actrices et non d'acteurs. Et c'est bien normal car George Miller voulait de nombreux rôles féminins importants dans son film. Il a même consulté la célèbre écrivaine féministe Eve Ensler au sujet de la représentation des femmes. Comme quoi, c'est possible de faire des films féministes sans tomber dans le gros cliché vraiment pas ouf. En plus des acteurs, il y avait énormément de cascadeurs sur le tournage. Genre, beaucoup de cascadeurs. Plus précisément, 150 cascadeurs. Certains venaient du Cirque du Soleil, d'autres étaient des athlètes olympiques, mais tous étaient dirigés par Guy Norris. Et les cascadeurs vedettes sur le plateau, c'était Diana Grant et Dave Grant, les doublures respectives de Charlize Theron et de Tom Hardy. Les deux se sont rencontrés sur le plateau, sont tombés amoureux et se sont par la suite mariés, ont eu des enfants et ont même créé une école pour cascadeurs en Nouvelle-Zélande ensemble. Une vraie belle histoire. Il faut dire que les deux ont eu le temps de créer des liens, vu la longueur du tournage. 120 jours, c'est pas rien. Et si on compare ça aux 113 minutes du film sans générique, ça voudrait dire que à peu près une journée de tournage était nécessaire pour une minute de film. Pour vous dire, la monteuse Margaret Sixel a compté 470 heures de rush. Ça lui a pris 3 mois rien que pour tout regarder. En plus, les conditions de tournage étaient très difficiles. J'y suis pas allé, mais je peux vous dire qu'en plein milieu d'un désert en Namibie, il fait chaud. Tellement chaud que même la nature a essayé de les empêcher de tourner. En même temps les gars, quand vous choisissez un désert en Australie, qu'il n'y a jamais plu depuis des années, et que comme par hasard, quelques semaines avant le début du tournage, le désert il se transforme en prairie à cause des pluies, il fallait se douter de quelque chose. Mais non, monsieur George Miller décale le tournage en Namibie. Et tu sais ce qui a été le plus chiant à transporter de l'Australie à la Namibie? Je te le donne dans le mille. Tous les véhicules, que ce soit les camions, les voitures ou les motos. Parce que oui, tous les véhicules qu'on voit dans le film ont été construits et étaient vraiment fonctionnels dans la vraie vie. Et voici un petit panel des modèles de voitures de Mad Max. Premièrement, j'ai l'honneur de vous présenter le Giga Horse. Il est conduit par Immortan Joe dans le film, va jusqu'à 75 km/h dans la vraie vie, et d'après les personnes présentes sur le tournage, on l'entend à des kilomètres
s'émettre quand le moteur est allumé. Ensuite, on a aussi le Peacemaker. Celui-là, c'est le plus dangereux de tous. Il avait des gros problèmes de freinage et les moteurs étaient sans arrêt en surchauffe. Et si vous avez vu le film, vous savez aussi de quoi je parle quand je vous dis qu'il y a un camion avec un guitariste enflammé dessus. Et le musicien australien qui l'incarne a révélé en interview que la guitare qu'on lui a donnée tirait de vraies flammes. Mais la star de tous les camions, c'est le War Rig, celui que Furiosa conduit. Et il a deux spécificités. Déjà, systématiquement, quand la caméra se concentre sur les crânes à l'avant du camion, dans la scène suivante, quelqu'un meurt. C'est obligé. Mais aussi quand le War Rig tombe en panne, le bruitage utilisé est le même que celui du Faucon Millenium qui tombe en panne dans Star Wars 5. Vous l'aurez compris, avec toutes ces fabrications de voitures et de camions, le but était d'utiliser le moins d'effets spéciaux numériques possible. Et pour le coup, le pari est réussi parce que plus de 80% des effets du film sont pratiques. Mais paradoxalement, presque tous les plans du film sont manipulés numériquement, que ce soit pour supprimer le bras gauche de Charlize Theron, pour créer la tempête ou pour de simples retouches. Donc les effets spéciaux numériques sont utilisés le moins possible mais sont au final quand même presque présents partout. Plutôt paradoxal. Maintenant ce que je vous propose c'est que pour terminer la vidéo, je vous balance un maximum de chiffres. On est parti? George Miller voyait son film comme une course-poursuite géante et portait une grande importance au storyboard. Il a donc engagé 5 artistes différents pour remplir les 3500 cases du storyboard. Sans compter l'inflation, le premier film de la franchise a coûté 315 000 $, alors que Fury Road a un budget supérieur à 100 millions de $. Entre le premier et le quatrième volet, le budget a donc été multiplié par plus de 300. Le film contient environ 2700 plans, ce qui équivaut à 22,5 coupes par minute, donc à peu près une coupe toutes les 3 secondes. C'est colossal. Et pour que les spectateurs comprennent quelque chose malgré ce montage effréné, le réalisateur a fait le choix pour un bon nombre de scènes de laisser la règle des tiers de côté et de centrer le personnage dans l'image. Bon bah voilà, finalement j'ai trouvé la masse d'anecdotes sur Mad Max, c'était une bonne idée. En tout cas, en attendant, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu pour me le montrer et tu peux t'abonner à la chaîne et regarder toutes les autres vidéos Movie Story si ça t'intéresse et que ça t'a plu et que tu veux en avoir toujours plus. Et sinon, moi je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à te dire. Allez, coupez.